Bonjour à tous, bienvenue à la résidence Agathos. Nous sommes aujourd'hui avec notre directeur Frédéric Daguet pour notre tout premier podcast que nous avons baptisé, mon cher Frédéric, Radio Agathos. Radio Agathos. Donc là, on va travailler sur un double format. Vous aurez ce format vidéo et puis pour toutes celles et ceux qui nous auront en audio, c'est une toute première. Alors on a voulu faire un podcast, puisque Frédéric, je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Eh bien, je suis donc le directeur de la résidence Agathos depuis 10 ans et j'ai succédé à mon frère et à mes parents qui ont créé cette résidence en 1987 et qui est une des plus anciennes de France et de toute la côte. Et voilà, avec un concept tout à fait nouveau à l'époque, qui était celui des résidences au ski. Et mon père a eu l'idée d'adapter ce nouveau concept à la Côte d'Azur et aux vacances d'été. Et donc il a conçu avec un grand architecte qui s'appelle Loïc Digard, un grand architecte raphaélois, dans un parc merveilleux sur la plage. Voilà. C'est notre devise, comme vous savez, un jardin sur la plage. Et c'est une chose très rare parce que nous sommes probablement les seuls de toute la côte à être directement sur la plage, sur la mer. Et l'été comme l'hiver, ça donne un goût extraordinaire à Agathos. Et en plus, ça rime. Été comme hiver, ça donne un goût extraordinaire. Alors, la résidence Agathos, on est dans un lieu qui est chargé d'histoire. Ah ben, tu as vu, changer d'histoire, c'est un lieu familial où ma famille est là depuis 4 siècles, arrivée avec un héros d'Alexandre Dumas, un protégé de Richelieu qui était corsaire, marin, espion du cardinal de Richelieu et qui a construit pour la défense de la côte en 1635, qui a construit un château de défense, le château d'Aguet, et ensuite qui a acquis la seigneurie d'Aguet auprès des évêques de Fréjus et qui donc était le fondateur d'une famille. Et voilà, il est mort assez jeune malheureusement, mais il a eu le temps de faire pas mal d'enfants, dont 4 fils mousquetaires morts au service du roi, un fils marin mort aussi en combat en Sicile, et un dernier fils officier mort de ses blessures, mais qui a eu le temps de se marier et d'avoir une fille voilà, dont nous descendons. Et malheureusement, notre beau château d'Aguet a été détruit par l'armée allemande d'occupation en mai 1944. Et nous avons construit une maison familiale à l'emplacement. Il reste les bases du fort à la Vauban qui entourait le château. Voilà, nous sommes très fiers d'être ici et dans ce domaine familial si merveilleux et que nous essayons de préserver le plus possible. D'ailleurs, on vous prépare du contenu avec Frédéric. On ira directement au pied du château pour Oui, pour tout à en fait. On discuter. pourra tout à fait faire ça et voir toutes les choses un petit peu, les moments historiques qu'il y a eu. Et sur cette plage notamment, je suis en train de lire une vie de saint Honorat en provençal du XIIIe siècle. Et dans cette vie de saint Honorat, on raconte que saint Honorat, donc le fondateur de l'abbaye de Lérins, qui est la première abbaye du monde occidental, le premier début du monachisme en Occident. Et saint Honorat, avant d'aller à Lérins, était venu voir son ami saint Léonce, l'évêque de Fréjus. Nous sommes en l'an 300. Et là, il vient à Aguet, et passant par Aguet, il y a une louve blanche sur la plage d'Agathos, là, devant la maison. Une louve blanche qui l'accueille avec ses petits et qui lui fait signe de le suivre. Évidemment, on ne rencontre pas des louves blanches tous les jours, même dans les stérelles. Et donc, il suit la louve blanche jusqu'à la grotte de la Sainte-Baume, que tous les marcheurs connaissent et tous les randonneurs VTT et autres de l'Estérel connaissent par cœur, cet endroit extraordinaire. Donc il a vécu dans cette grotte de l'Estérel avec 2 de ses condisciples, Saint Capré et Saint Vénance, son frère. Et il est resté là pendant quelques années. Et ensuite il a quitté Aguet pour chasser, pour aller jusqu'à Cannes, fonder l'île de Lérins. Donc on est vraiment ancré dans le territoire. D'ailleurs, vous pouvez constater que Frédéric n'est pas qu'un passionné d'histoire, hein, puisque c'est une corde à votre arc que vous avez également. Ah ben, je suis historien, oui, je suis historien. Évidemment, c'est ma grande passion depuis toujours, m'étant plongé enfant dans les archives de la famille qui étaient très riches, dans le bureau de mon grand-père, où j'entrais comme ça,
regarder des grands registres reliés en cuir, anciens, qui étaient derrière le bureau de mon grand-père. Évidemment, on n'avait pas le droit d'entrer. Et une fois, mon grand-père m'a surpris, alors j'ai pris un savon maison et il m'a tiré l'oreille, parce que mon grand-père tirait l'oreille de ses petits-fils quand il n'était pas content. Et il m'a dit, finalement, je suis très content que tu t'intéresses à ça, simplement tu reviendras, mais simplement tu me demanderas la permission avant de venir regarder tous ces papiers, toutes les lettres qu'il y avait, la lettre de Louis XIII remerciant justement ce grand-père de ses actions, s'il avait construit le château de Porquerolles aussi, enfin voilà, c'était plein d'histoires, de petites histoires si vous voulez, mais quand même qui nous liaient à tous les événements du temps et qui faisaient que cette famille, ce bout du monde, parce qu'Aguet était le bout du monde si vous voulez, était relié à l'histoire. Mm. D'ailleurs, la rade d'Aguet servait de transition, hein, on en discutait il y a quelques jours, par rapport, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu par rapport aux marines? Ah ben, la rade d'Aguet, c'est un des points essentiels de mouillage et d'ancrage de toute la côte provençale et en Méditerranée, parce que c'est le meilleur mouillage naturel de toute la Provence, il y a Villefranche, Aguet, Toulon et Marseille. Voilà. Parce qu'on est vraiment protégé du vent. On Et est puis, protégé absolument. C'est une rade, vous savez, qui est en forme de cercle, presque fermé, et qui est le cratère d'un ancien volcan du massif primaire de l'Estérel. Et donc il y avait la rivière d'Aguet, et au bout de la rivière d'Aguet, il y avait une fontaine d'eau douce pour les marins qui venaient s'approvisionner là en eau, parce que le problème de la marine à l'époque, c'est qu'on n'a pas de conteneur, on n'a rien pour transporter de l'eau, et donc il faut faire EIGAD, c'est le mot provençal, qui est le mot de toute la marine méditerranéenne, il faut faire EIGAD pour les marins assez régulièrement. Et donc c'est un point essentiel, et d'autre part, un endroit pour se protéger du vent d'Est et du Mistral, selon le vent, on se met d'un autre côté ou de l'autre de la rade, mais le meilleur, le mouillage, ce qu'on appelle le port, le mouillage à l'époque, est devant Agathos, devant la plage d'Agathos, devant le château, n'est pas dans le port actuel. Et on le voit sur les anciennes cartes, comment ça marrait par rapport aux arbres, par rapport au château, enfin c'est très intéressant. Et donc c'est ce qui fait que pour défendre cette rade et empêcher que nos ennemis de l'époque, qui étaient les Sarrasins depuis des siècles, c'est-à-dire les barbaresques, c'est-à-dire les pirates de l'époque qui venaient soit du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, mais aussi de Majorque, et aussi les corsaires grecs, il y avait toutes sortes de corsaires et de pirates, donc ces Sarrasins qui venaient piller la côte, qui fait que la côte était inhabitée, et c'est pour ça que Jean-Vincent Droux, le fondateur du domaine et de la famille, a pu s'installer, c'est parce que la terre était entièrement vierge. Les gens avaient peur de s'installer, les paysans avaient peur d'être enlevés pour devenir des forçats sur les galères, les femmes étaient enlevées pour être au service des hommes et des familles de ces Sarrasins, si vous voulez, et donc c'était un contexte très, très difficile. Donc il y avait beaucoup de tentations, il y avait déjà de tentatives, pardon, il y avait des tentatives qui avait échoué à cause de cela. Et celle-ci a réussi. Donc pour empêcher les Sarrasins et nos ennemis de l'époque, qui sont les Espagnols, plus tard au XVIIIe siècle ce sont les Anglais, de s'emparer de cette rade et d'en profiter, il fallait construire un château de défense. Alors, il y avait déjà une tour du Moyen-Âge à l'entrée à côté du phare de la Baumette actuelle, qui était en ruine parce qu'elle ne servait pas à grand-chose. Et depuis 1540, il y avait une tour au sommet du Dramont, qu'on appelle la tour d'Armont, D''R-M-O-N-T, c'est au XIXe siècle qu'on a baptisé le Dramont, alors que c'est la tour d'Armont. Et cette tour-là était une tour non pas de défense, mais une tour de surveillance, qui faisait des signes avec la tour, toutes les autres tours, parce que depuis Villefranche jusqu'à la tour de Bouc, à l'entrée de la Camargue, en 2 heures, on pouvait informer toute la côte provençale de l'arrivée d'un convoi de vol ennemi, etc., par des feux qu'on faisait au sommet des tours. Et surtout, cette tour du Dramont, donc, il y avait 3 hommes en permanence. Un qui surveillait, un qui était avec son cheval prêt à partir, prévenir les consuls de Fréjus, qui était la grande ville, Saint-Raphaël étant un petit village, la grande ville, eux-mêmes écrivaient tout de suite à tous les autres consuls pour prévenir tout le monde, et envoyer des hommes en cas de besoin. Et le 3e qui dormait. C'était un peu les 3 buts. Les 3 buts de l'époque. Et donc il fallait un château, il fallait un ouvrage de défense supplémentaire. Et donc ils ont conçu un fort à la Vauban avec des étoiles et autour sur lequel était une espèce de grosse redoute avec un toit plat sur lequel étaient 5 canons
Et il y a eu, donc de 1635 jusqu'à la Révolution, une garnison et des canons pour défendre la rade contre les ennemis. Et ma famille était gouverneur héréditaire des Tours et Port d'Aguet, puisqu'ils avaient le château, le Dramont et la tour de la Baumette dans ce petit gouvernement. Voilà. Et ils ont tiré plusieurs fois contre les Anglais. Et lors de la destruction du château, on a retrouvé dans les murs des boulets anglais et des boulets de coulevrine turque. D'ailleurs, on le sent, hein, Frédéric, hein, moi qui vous connais personnellement et nos spectateurs vont s'en rendre compte que vous êtes vraiment imprégné de cette histoire d'Aguet et puis aussi de toute la Provence. Oui, parce que l'histoire d'Aguet nous amène, et pas justement par ces différents épisodes, nous amène à toute l'histoire de la Provence et va m'y intéresser, si vous voulez, à travailler à l'époque, sur l'époque moderne, ce qu'on appelle l'époque moderne, c'est-à-dire du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, et différents sujets comme la prosopographie sociale et la marine, les marins. J'ai fait une thèse sur les officiers de marine provençaux au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui a été publiée sous le titre La Provence au service du roi. Et parce que la Provence a été la plus grande pourvoyeuse de marins jusqu'à la Révolution. La marine, jusqu'à la Révolution, est essentiellement provençale. Elle n'est pas bretonne, elle deviendra bretonne qu'au XIXe siècle, pour toutes sortes de raisons géographiques, historiques et économiques aussi. Et donc voilà, j'ai étudié aussi beaucoup la notabilité, les élites, l'histoire de la noblesse en Provence. Et là, je viens de publier un voyage en Provence de Pétrarque à Giono, dans la collection de bouquins chez Lafon, qui se veut un petit peu une espèce d'histoire, d'une vision de la Provence et des Provençaux vue par les voyageurs, et une anthologie que j'ai un peu faite avec un essai que j'ai écrit qui enserre tous ces récits, pour montrer ce que c'est véritablement que la Provence. Voilà, parce que beaucoup d'ouvrages sont publiés par des gens qui ne sont pas provençaux, qui passent juste quelques mois en Provence, qui croient bien connaître ce pays, qui le connaissent assez peu, assez mal, et qui ont souvent des impressions qui sont fugitives et manquent un peu de profondeur et de réalité. Voilà. Et donc depuis longtemps, je voulais écrire un ouvrage important sur la Provence, écrit par un Provençal. Et l'occasion m'en a été donnée par cette collection de bouquins, et j'en suis très content parce que j'ai pu montrer, j'ai découvert moi-même, je ne le savais pas, que la Provence était une terre de transition entre le monde du Nord et le monde du Midi, qui venait s'embarquer pour les croisades, ou les marchands qui allaient vers l'Orient, le Levant, Constantinople, la Terre Sainte, les pèlerinages, le Maghreb, etc. Dans le sens inverse, tous ceux qui allaient vers Rome, tous les Italiens qui montaient vers Paris, Londres et la Flandre, tous les Espagnols montant vers la Flandre passaient par la Provence. Et puis au XVIIIe siècle, avec le développement du Grand Tour, les Anglais, depuis le XVIe siècle, ce Grand Tour aussi comprenait des jeunes gens de la noblesse allemande, des pays du Nord, de la France du Nord. Eh bien, ce Grand Tour va finalement s'opposer en Provence pour faire que la Provence ne soit pas seulement une terre de transition, mais une terre de destination. Et ça se fait au XVIIIe siècle, à partir des années 1750, avec Rousseau, avec la naissance de cette philosophie du retour à la nature, de la découverte du paysage, de la découverte des plages, découverte des bains de mer, qui sont un peu ce qu'on appelle la balnéothérapie, l'héliothérapie, les bienfaits du soleil. Tout le monde veut passer l'hiver au soleil. Et d'autre part, le retour à l'antique, et qui consacre les antiquités romaines et grecques, et la Provence était spécialement bien pourvue. Et enfin, dans la découverte du paysage, et un petit peu le pré-romantisme, qui fait qu'on aimait beaucoup un peu se faire peur en haut de rochers escarpés, les panoramas, les couchers de soleil, tout ça, c'est de la date de la fin du XVIIIe siècle. Ça n'existe absolument pas avant. Eh bien, la Provence a tout ce qu'il faut pour ça. Donc la Provence devient un des lieux de naissance du tourisme, avec l'Italie et la Suisse à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. D'ailleurs, quand vous parlez de lieu de destination, c'est vrai que sur la rade d'Aguet, on jouit entre guillemets d'un panorama magnifique, puisque la Rastelle d'Aguet, c'est Depuis toujours, quelque chose. Mais effectivement, avant, les gens ne le notent pas.
Vous pensez que l'être humain, avant, ne prêtait pas attention à la beauté naturelle, puisqu'il n'y avait pas ce développement urbain? Comment vous pensez? Je pense aussi, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de différence tellement moins de différence entre la ville et la campagne, d'une part, puis toutes les maisons en ville avaient un jardin et une cour. Ouais. Il faut le savoir, aussi c'est donc très différent. Et donc les animaux. Donc c'était un peu... Et surtout en Provence. En Provence, les villes et les villages sont des villes de paysans, en plus. C'est un phénomène très méditerranéen. Les Provençaux n'aiment pas la campagne. Les Provençaux aiment vivre en ville parce qu'il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la sociabilité méridionale. On a besoin d'être ensemble le soir, de parler, de causer, de galéger. Les femmes faisaient leur veillée, se retrouvaient autour du lavoir. Les hommes dans les cafés, dans les espaces, il y avait des espaces bien prévus pour les hommes et les femmes d'un côté. Et cette sociabilité a besoin de la ville pour pouvoir s'exercer. Et donc, ils habitent ensemble. Ça, c'est une spécialité. Dans toute l'Italie du Sud, c'est comme ça aussi. Il n'y a pas tout cet habitat rural de grandes fermes comme dans le nord de la France. Il y a quelques écarts, comme on disait à l'époque, avec des bastides. Mais c'est assez rare, si vous voulez. Ça va se développer un petit peu, mais c'était à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, c'est très très rare. C'est très très rare. Et donc, ces Provençaux ont besoin de vivre ensemble, ont besoin expriment, si vous voulez, tout un mode de vie qui est très différent de celui du nord de la France, parce qu'ils sont latins et méditerranéens. Et donc, j'ai retrouvé dans mes recherches pour mon ouvrage que, par exemple, la farandole existe depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, dès qu'un voyageur important arrive dans un village, eh bien, des jeunes gens du village vont autour de sa voiture faire une farandole et un petit peu le complimenter. Pour ça, les traditions sont très anciennes, les traditions de Noël aussi, les traditions de chant, de musique, véritablement, sont tout à fait très profondes dans ce pays. D'ailleurs, le mode de vie influe inévitablement sur l'architecture qu'on peut trouver dans nos villages. Oui, tout à fait. C'est une architecture de maisons tout en hauteur, assez étroite, qui épouse la forme des remparts et des vieux villages qui sont tous, quand ils sont dans les collines, qui sont perchés en hauteur, ou tous regroupés autour de leur église et du château, et qui sont là pour être fraîches l'été et protégées du vent l'hiver. Voilà. Donc toutes ces rues très tortueuses, parce que plus elles sont tortueuses, plus on est protégé du vent et du Mistral. Surtout, c'est le Mistral qui en Provence est le grand ennemi, surtout des femmes qui détestent le Mistral et qui détestent le vent. Mais beaucoup d'étrangers aussi. Je connais des gens qui ne se fixent pas en Provence, qui ne viennent pas à cause du Mistral, par exemple. Mais on s'en plaint, tous les voyageurs dans les récits anciens, tous les voyageurs se plaignent continuellement du Mistral. Mistral, de la poussière, de la chaleur. Et c'est pour ça que la saison, si vous voulez, jusque dans les années 20, la saison la plus prisée était l'hiver. Parce que l'hiver, comme vous savez, il fait très beau, surtout sur la côte, il fait très bon, il fait à peu près 20 degrés tous les jours à midi, on peut déjeuner dehors, prendre le café, se promener, et donc les femmes n'étaient pas trop halées par le soleil de printemps et d'été, et donc cette saison d'hiver a duré, c'est ce qui a fait la force de la Côte d'Azur, à partir de 1840-50, et là les Anglais principalement, les Russes aussi beaucoup, et tous les gens du Nord sont venus et qui ont créé Cannes, Nice, qui était déjà opulent au XVIIIe siècle, Hyères, et Saint-Raphaël, qui est la station créée par Alphonse Karr à la fin du Second Empire et début de la Troisième République. D'ailleurs, d'où les affiches qu'on voit assez surprenantes aujourd'hui, Aguet, plage d'hiver et d'été. Et d'été. Alors, plage d'hiver et d'été, parce que donc, au départ, les gens arrivaient généralement au mois de décembre, quelques-uns avant Noël, mais souvent en janvier, après Noël, et repartaient à la fin du mois de mars, au plus tard, début du mois d'avril. Et ils s'installaient, donc il y avait pour revenir à Saint-Raphaël, Alphonse Karr, qui était un grand écrivain, totalement oublié aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire, c'était le Jean d'Ormesson de l'époque, parce qu'il était directeur du Figaro, donc il avait une position sociale et mondaine incroyable à Paris, un grand amateur de jolies femmes et de tous les arts, et cet Alphonse Karr était contre Napoléon III, et comme Victor Hugo était parti à Jersey, lui était parti à Nice, qui était à l'époque en Italie,
et pour s'exiler. Mais là, il avait acheté une grande propriété avec un grand jardin et il a inventé, c'est le premier qui a inventé le commerce des roses. C'est-à-dire qu'on cueillait les roses les soirs dans son jardin, qu'on expédiait à Paris par le train et qui arrivait le matin à Paris et qui était vendu. Mais il était tellement connu, tellement adulé qu'il en avait marre de trouver, en sortant de chez lui, des tas de voitures qui l'attendaient, des femmes, des tas de gens qui voulaient le connaître, etc. Donc, il adorait pêcher, il adorait la bouillabaisse, et donc il avait un petit bateau, et il venait souvent faire un petit peu de cabotage jusqu'à Saint-Raphaël. Cet endroit lui a plu, il a acheté une petite maison, ce qu'on appelle la plage des Corailleurs à l'entrée de Saint-Raphaël. Et là, il s'est finalement fixé, quittant Nice définitivement. Il a construit une plus grande maison pour sa famille à côté. Et là, tout le monde a suivi. Tous les Parisiens, je dis tous les gens qui voulaient. Et puis deux autres personnages sont arrivés, et qui étaient Félix Martin et Pierre Oblet, tous les deux lyonnais, tous les deux centraliens. Et Félix Martin a été un petit peu l'homme d'affaires, si vous voulez, l'administrateur qui a créé le plan de la nouvelle ville de Saint-Raphaël, la station balnéaire, et mis tout cela en œuvre. Et Pierre Oblet en a été l'architecte de la basilique et des principales villas. Et ce Pierre Oblet est mon arrière-arrière-grand-père. Puis il a une fille unique qui a épousé Melchior Daguet, mon arrière-grand-père. Voilà. Et l'histoire familiale dit que, je veux dire que Alphonse Karr avait un gendre qui s'appelle Léon Bouillet. Léon Bouillet était dracénois, était un créateur de jardin, un peu un dandy de la côte. Mais ils avaient beau être dandy, ils avaient beau ça, c'est qu'ils étaient tous pétris de culture grecque, antique, et que la légende familiale dit que le soir sur la plage des Corailleurs, Pierre Oblet, son gendre Léon Bouillet, et mon arrière-grand-père Melchior Daguet et Pierre Oblet parlaient grec ancien en marchant sur la plage. Donc c'est vous dire combien nous avons pu diminuer notre culture générale depuis cette époque-là. Nous ne rentrerons pas dans ce débat. Je ne rentre pas dans ce débat, mais c'est simplement, moi ça m'impressionnait beaucoup quand j'étais enfant, de dire que moi-même j'avais beaucoup de mal à apprendre mes vers grecs et à faire mes versions grecques. Donc la Provence, riche de ses paysages, et puis comme vous le disiez à l'instant, riche de ses hommes. Eh ben, riche de ces hommes, la Provence a donné beaucoup de grands hommes, j'allais dire à la France, non, d'abord à elle-même, parce que la Provence est un pays indépendant, est un pays qui n'a été rattaché à la France que de manière tout à fait par des manœuvres depuis 11, puisque c'est un comté indépendant depuis la fin de l'Empire carolingien et l'éclatement de cet empire, et donc ce qu'on appelle la naissance des principautés territoriales. Et une nouvelle dynastie de comtes de Provence va naître avec la Reconquista provençale, puisque nous avons des Sarrasins qui s'étaient emparés, pas vraiment des territoires, mais qui avaient fait des razzias sur toutes les villes de la côte. La ville de Fréjus a été rayée de la carte, et Toulon, on le voit dans les listes d'interruption des évêques à ce moment-là, et avait pour principale base le fort du Freinet, le Fraixinet, c'est-à-dire la garde Freinet. Et un nouveau comte donc a décidé de s'unir avec les barons et seigneurs provençaux, et en 980 s'est emparé de la garde Freinet et a fait partir les Sarrasins. À partir de là, donc, ce nouveau comte de Provence a assis son pouvoir sur toute la Provence et a créé un comté indépendant dans le Saint-Empire, puisque la Provence, nous sommes dans la partie de la Lotharingie, dans le partage des trois petits-fils de Charlemagne, et donc nous sommes restés dans le Saint-Empire de façon très nominale. L'empereur venait de temps en temps se faire couronner roi d'Arles, c'était la seule, voilà un petit peu les seules prérogatives qu'il avait en Provence. Et le comte a donné au nouvel évêque de Fréjus Riculf des territoires reconquis et libérés sur les Sarrasins, et cette donation de Riculf a compris tous les stérels. Ce qui fait que les évêques de Fréjus étaient seigneurs de tous les stérels, Aguet, Saint-Raphaël, Fréjus, Le Puget, Bagnols, Saint-Paul, Fayence, et donc cet énorme territoire est resté vierge pendant longtemps, et ce qui fait que les stérels aujourd'hui, par le transfert des biens des évêques de Fréjus à la nation française, est aujourd'hui une forêt domaniale, grâce à cela. Et cette prédominance de
de l'église, se voit beaucoup dans de noms de lieux. Il y a le col de l'évêque, voilà, le capitou, qui veut dire le chapitre, qui est le chapitre de la cathédrale de Fréjus. Toute la vie ici tourne autour de cet évêché magnifique, dont je conseille la visite à tous nos amis, et de la cathédrale et de ce cloître qui sont parmi les plus beaux de Provence. Ouais. D'ailleurs, l'histoire a permis aussi que notre département, enfin le Var, surtout notre coin, soit préservé en fait au niveau de l'urbanisme. Il a été plus préservé qu'ailleurs, plus que dans les Alpes-Maritimes. Malheureusement, il y a eu des programmes de développement dans certaines villes du bord de mer qui ont été un petit peu comment dire, trop importants ou mal conçus, etc. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que quand on survole la côte en avion, on s'aperçoit que la frange d'occupation par l'urbanisme ne dépasse pas une centaine de mètres, si vous voulez. Donc le reste, c'est resté à Gué. Nous avons ces 2 lotissements, quelques immeubles, et tout le reste, ce sont des rochers et des bois. Et c'est ce qui fait le charme de la Gué. C'est pour ça que beaucoup de gens viennent ici. C'est pour pouvoir se promener et faire du VTT et pique-niquer dans les bois. Enfin, surtout en dehors de l'été, qui est, disons, un petit peu chaude, c'est vrai, pour la promenade dans les stériles. Mais on peut profiter de la baignade. Bon, profiter de la baignade, évidemment, parce que nous avons cette plage merveilleuse et l'eau très chaude et très claire et qui fait que cette rade toujours qui est très protectrice, parce que si on veut faire de la planche, du bateau, du kayak avec des enfants, du paddle avec des enfants, il n'y a aucun problème, parce que tous les vents ramènent vers la terre. Le vent de mer ramène vers le fond de la rade, le mistral pousse vers la pointe de la Baumette, le vent d'est pousse vers le port et le village d'Aguet. Donc, c'est en pleine sécurité qu'on peut laisser des enfants s'amuser à tous les sports aquatiques sans aucun danger. Et si on s'endort sur son kayak, on sera repoussé vers la Absolument, côte. On ne se réveillera pas au milieu de la Méditerranée. Tout à fait, tout à fait. C'est une des particularités de cette rade. Ouais. On parlait du climat tout à l'heure, on va y revenir un peu. Qui dit climat dit végétation. On a aussi une belle végétation par chez nous. C'est une végétation méditerranéenne et qui ici, le climax, donc c'est le pin maritime et le chêne-liège. Ce sont les deux espèces les plus importantes. Nous avons aussi quelques chênes verts, quelques pins d'Alep. Et le pin d'Alep commence un peu plus tard. Le pin maritime est lié à nos roches volcaniques, puisque donc l'Estérel est un massif du primaire, qui est un des premiers massifs français, un des ce qu'on appelle le V hercynien de la France, c'est-à-dire les Vosges, les monts Arvernes, Estérel, Corse et les monts d'Arrée en Bretagne. Ce sont ces roches roses, rouges, violettes, et qui sont des massifs du primaire volcaniques. Donc le granit, les mines de porphyre que nous avons au Dramont, la plage des galets de porphyre du Dramont que tout le monde doit connaître. Si vous ne connaissez pas, il faut aller les voir. Et l'autre jour, un client de la résidence me dit, il a cru que c'était importé. On les avait mis sur la plage pour faire joli. Je lui dis non, c'est véritablement lié aux mines de porphyre, aux carrières qui étaient exploitées à côté. Et donc, c'est ces roches très particulières qui ont fait cette végétation. Et en dehors de ces arbres, il y a le maquis, ce qu'on appelle le maquis méditerranéen, qui est principalement composé d'arbousiers, de bruyères, de lentisques, d'autres arbustes qui s'appellent les taradeux et les cistes, qui sont très nombreux et de nombreuses variétés. D'ailleurs, on vous prépare une vidéo où nous irons, Frédéric, dans l'Estérel, et puis on parlera directement des... Pour montrer les beaux spécimens de bruyères arborescentes qui font 5-6 mètres de haut, les arbousiers aussi qui sont absolument énormes par les troncs. On verra les cabanes de bûcherons, les ruines des cabanes de bûcherons et charbonniers du siècle dernier. Il y a plein de choses passionnantes à voir et des cours d'eau magnifiques, des paysages, des aiguilles, des paysages de l'île de Pâques avec des aiguilles de rochers rouges, violets. C'est extraordinaire. Enfin, pas besoin d'aller au Brésil ou au Galapagos. C'est ce qu'on dit souvent, hein. On n'a pas besoin d'aller très très loin, on a des paysages magnifiques en France et puis en Provence. Et puis ici, ils sont très appréciés. C'est une des raisons pour lesquelles notre résidence connaît un certain succès. C'est qu'à partir de là, beaucoup de gens connaissent bien l'Estérel et ils aiment que ce soit préservé justement pour aller marcher. Et on peut marcher à tous les âges. Je veux dire qu'il y a des grands sentiers très, très faciles, à plat, des sentiers même qui montent mais qui sont très aisés.
comme des parcours beaucoup plus difficiles pour les VTT, ou pour les bons marcheurs ou les bons randonneurs. C'est vrai que la résidence, on a quand même une situation qui est extrêmement privilégiée, puisqu'on est au pied du massif et les pieds dans l'eau. Donc, on peut vraiment, en une semaine, faire beaucoup, beaucoup de choses. Tout à fait, alors c'est adapté. Alors l'été, évidemment, les gens bougent beaucoup moins parce que il fait trop chaud pour aller se promener dans les stérelles. Et ils aiment bien être sur la plage, faire du bateau, tous les plaisirs de l'eau et de l'apéritif sur la terrasse et de la sieste à l'ombre sur notre belle pelouse. Mais en dehors de ça, il y a ces sorties dans les stérelles et aussi, je ne saurais que trop encourager tout le monde, les endroits à visiter tout proche. Nous avons des richesses merveilleuses. À moins d'une heure de route. Même beaucoup moins d'une heure. À commencer par Fréjus, donc la cathédrale, le cloître, qui sont les premiers monuments historiques de France, classés monuments historiques de France par Mérimée lui-même, qui sont merveilleux, la vieille ville de Fréjus, Saint-Raphaël, qui a une église carolingienne, même avec des fondations du 5e siècle, une église romane absolument magnifique, un centre, des marchés, un endroit très, très vivant. De l'autre côté, nous avons le château de la Napoule, qui est à un quart d'heure d'ici, qui est un très beau château, refait par un Américain très ancien, au bord de la mer, refait par un Américain, Henry Clouse, au début du XXe siècle, restauré dans un jardin typique de la Belle Époque. En bord de mer, la situation est fantastique. Le fantastique. château est posé. Et en plus, il y a un salon de thé, on peut manger un petit truc pas trop cher. La forêt de Tanneron et les stérelles pour la forêt de Mimosa, la forêt de Tanneron, qui n'est qu'une forêt de mimosa, qui est une des plus belles choses à voir ici l'hiver. Et Grasse, la ville des parfums, Cannes, avec toutes ces merveilles. Grasse donc est à 3 quarts d'heure, nous sommes à moins d'une heure. Nice est à 1 heure d'ici, même 3 quarts d'heure quand il n'y a personne l'hiver. À l'intérieur, les stérelles. Au-dessus, tous les beaux villages qui bordent les stérelles, qui sont Montauroux, Calian, Fayence, Seillan, merveilleux, avec des chapelles extraordinaires à visiter, plein de marchés, le festival de musique des Quatuors de Fayence à l'automne, il y a toujours des petits festivals, des petits concerts. Et puis si on tourne, Draguignan aussi, qui est à 40 minutes, tous les vignobles, tous les vins de notre partenaire, le château de Saint-Martin à Taradot, qui est aussi un grand cru classé de Provence, et que nous offrons, nous mettons à disposition de notre clientèle, un des meilleurs vins du pays. Donc on peut avoir les caves tout près de Draguignan, et le Massif des Morts qui commence avec Roquebrune qui est un endroit assez typique aussi, avec une vue extraordinaire sur la plaine de Fréjus, de Saint-Raphaël. Et son rocher. Et son fameux rocher au-dessus, qui est une beauté inouïe, et qui donc est le début de ce Massif des Morts, qui va jusqu'à Toulon-Hyères, et qui est l'autre massif du primaire, et qui englobe Saint-Tropez. Donc aussi nous sommes trop proches de Saint-Tropez, Colobrières, où nous avons les marrons glacés de Colobrières, les meilleurs de France et du monde, et parce qu'on des marronniers, des châtaigniers, des morts. Voilà, il y a le village de Ramatuelle. Ramatuelle, tout ça c'est merveilleux, le festival, les arcs. Et puis l'arrière-pays, et que ce soit du côté niçois ou toulonnais, on a un arrière-pays qui est assez fantastique aussi. Mais plus on monte dans l'arrière-pays, plus c'est magnifique, plus c'est sauvage. Il faut parler d'abbaye du Toronnet, qui est une des plus belles abbayes aussi romanes de France, qui est tout près entre Draguignan et l'Orgue, donc à peu près à 1 heure d'ici. Les gorges du Verdon, tout le Haut-Pays, Comps, Bargème, le vieux village de Bargème, aussi qui est un des plus beaux villages médiévaux de France, et puis tout l'arrière-pays de Nice, de Grasse, avec des paysages extraordinaires, l'arrière-pays de Nice qui vient d'être malheureusement très touché aujourd'hui par la tempête et les pluies. Pour qui on a une petite pensée. Tout à fait, on a une petite pensée pour nos amis des Alpes-Maritimes, et au-dessus, Vence, Saint-Paul-de-Vence, qui sont véritablement les beautés de la Provence. C'est des villages qui ont contribué à faire de la Provence un lieu très visité. Et puis Yves Montand, c'était un petit peu le fief de personnalité. Ah oui, alors ça c'est en partie de mon livre, de montrer qu'au XXe siècle, chaque ville, chaque village a sa personnalité. Tout le monde se fixe en Provence, après l'avoir parcouru au XVIIIe, au XIXe, au XXe, les gens se fixent
achètent des maisons, font construire des maisons et des villas, et chaque ville a son auteur, sa personnalité, qui sont Cocteau, justement Yves Montand, Giono, Pagnol, les écrivains anglais, Gide, Saint-Exupéry aussi, enfin, tous les écrivains anglais, français, artistes, écrivains anglais, français, allemands, suisses. Albert Cohen venait à l'hôtel de la Baumette. Juste à côté d'ici. Il faut parler de l'hôtel de la Baumette à Aguet, puisque nous sommes sur la pointe de la Baumette et le phare de la Baumette. Et cet hôtel qui a pris le nom d'hôtel de la Baumette, créé dans les années 20 et 30, va devenir un des plus grands et beaux hôtels de la Côte d'Azur. C'est l'impulsion de Charles Gianetti, qui en était le directeur, qui est originaire du Dramont. Et Saint-Exupéry venait loger là avec son ami André Gide et toutes sortes de belles personnalités parisiennes qui venaient à sa suite, mais aussi les Albert Cohen, les Américains de la côte. Et dans mon enfance, c'était encore fascinant de voir ce va-et-vient de voitures, de belles limousines américaines dans la cour de l'hôtel, et qui était fameux. Le restaurant était très fameux avec ces salles panoramiques qu'on voit encore qui dominent la rade d'Aguet, et où il y avait ces fameuses favouilles qui étaient le grand plat de l'hôtel de la Baumette. Donc tout ça a contribué. Le bâtiment est classé d'ailleurs. Le bâtiment est classé, oui. Ouais. Tout à fait. C'était un attrait très important d'Aguet. C'était le grand hôtel. Oui, les hôtels chics de la côte. De la côte. Qui se fait... Et alors, ces hôtels chics ont devenu... la saison d'hiver a évolué vers la saison d'été après la guerre de 14-18. Parce que les Américains sont venus, et les Américains, en restant ou en arrivant dans les années 18-20, c'était que des jeunes. C'était Fitzgerald, c'était Hemingway, c'était Dos Passos, c'était Méliès avec Cocteau, Picasso, toute cette bande-là un petit peu, qui étaient jeunes mais fauchés. Et donc ils allaient dans les hôtels du Cap d'Antibes pour avoir des bons prix l'été. C'est le contraire d'aujourd'hui, c'est absolument ahurissant. Et parce qu'ils étaient très... un autre monde. Ouais. Un autre monde, ils étaient très sportifs, et ils ont commencé à se baigner, et ils ont créé les sports d'été, si vous voulez, la saison d'été. Et en même temps, tous les Français étaient barbus et moustachus, ils sont arrivés avec des visages glabres. Et comme les femmes ont découvert des hommes qui étaient glabres et que ça leur a plu, les Français ont commencé à se raser. Bon, enfin, c'est ce que c'est aujourd'hui. Maintenant, on est revenu aux barbes. C'est un petit peu la mode, mais donc c'est surtout ces sports d'été qu'ils ont fait découvrir, cette vie-là trépidante. Et c'est pour ça qu'on a vu après les affiches avec marqué station d'hiver et d'été, pour avoir les deux. Et c'est ce que nous voudrions recréer, et ce que je voudrais que se fasse à Gâteau, cette station d'hiver et d'été, pour que les gens puissent comprendre ce que tout le monde savait autrefois, que l'hiver est une saison absolument fantastique, et on peut déjeuner dehors tous les jours, et profiter de la mer. On ne peut pas se baigner, évidemment, on ne peut pas se baigner. On se baigne dans cette saison. Là, aujourd'hui, je me suis baigné tous les jours cette semaine. On s'est baigné tous les jours cette semaine. Et c'est sûr, surtout en hiver, le contraste, la température est vraiment avec l'hiver. Oui, quand on monte à Paris, on sent tout de suite en hiver la différence de climat. Non, on sent l'hiver, il fait 0 le matin, 20 à midi, 0 le soir. Quand je vais travailler dans les bois, parce que j'aime beaucoup aller travailler dans les bois, tailler des arbres et créer des sentiers, alors on y va avec une grosse pelisse et un gros pull vert qu'on enlève, et on finit par travailler à midi, on est en t-shirt, en chemise, voilà, c'est assez extraordinaire. Puis c'est le moment des oursins, c'est le moment agréable. C'est agréable de manger des oursins directement sur la plage avec un petit verre de vin blanc. Ce sont les belles choses de la vie. Ce sont les belles choses de la vie, exactement. Il faut en profiter. Et je crois que Carpe Diem avait décidément une très belle devise, et qu'elle est très adaptée à la Provence, à la philosophie du Provençal et du Provençal. La Provence est un pays pauvre, vous savez, c'est pas un pays riche. Mais en même temps, elle est riche justement de cette nature, de ces paysages, de ces produits. De tout temps, la Provence a donné les meilleurs fruits et légumes du monde. Ils étaient connus pour ça. Le roi Louis XIV avait un employé de ce qu'on appelle de la cuisine de la bouche, du service de la bouche du roi, pour aller quérir les fruits du roi en Provence.
Voilà. Il y avait des oranges. La Provence fournissait des oranges et des dattes. C'était le seul endroit de France qui pouvait fournir ça au nord du pays. D'ailleurs, on fera une vidéo très prochainement où on parlera beaucoup plus en détail de l'histoire de la Provence, parce que vous avez énormément d'anecdotes à nous partager. Eh bien, écoutez, avec joie, parce qu'effectivement, la Provence a connu, placée comme elle était, a connu une histoire tout à fait riche, un peu triste parfois, un peu triste de voir que, justement, elle a été assimilée au royaume de France. Au départ, elle a été réunie donc, à la France par la mort du dernier comte qui a laissé le comté de Provence à son cousin germain, le roi Louis XI, qui s'en est emparé, qui n'a pas respecté les libertés provençales et la façon de vivre des Provençaux. Et le combat contre la langue provençale a commencé à ce moment-là et qui s'est terminé par aujourd'hui une véritable comment dire, désertification culturelle à l'égard du provençal, qui a été heureusement, il y a eu Frédéric Mistral qui a sauvé l'honneur et qui a remis en vigueur cette langue pendant 100 ans, mais aujourd'hui c'est très difficile de... On garde encore un petit peu le double nom à l'entrée des villages. Oui, justement, on garde cette chose-là. En fait, en même temps, on parle aussi un français avec plein d'expressions provençales ici, donc il y a une présence, si vous voulez, mais c'est quand même une volonté destructrice d'une langue. Et une langue qui a été une des plus parlées en Europe, c'est la langue provençale et la langue des troubadours, des trouvailles, comme on dit, et il est aussi au fier d'être provençal. Et le finamore. Exactement. Pour finir sur une note un petit peu plus personnelle vous concernant, vous êtes né ici, vous, hein? Oui, tout à fait. Vous avez grandi ici, vous avez vu un petit peu, vous avez vu Aguet évoluer. On en parlait tout à l'heure avec ces grands hommes qui sont venus. Comment vous ressentez justement l'évolution qu'on peut vivre ici à Aguet? On a l'impression d'être coupé du monde en fait, hein. C'est là où je veux en venir. On a un petit peu l'impression d'être pas coupé du monde. Alors, quand j'étais enfant, les pêcheurs venaient à la maison et échangeaient une langouste contre une bouteille de vin. Voilà. Ça passe pas tous les dimanches, si vous voulez. On va dire c'est un autre temps, c'est un autre monde. Mais je suis contre les esprits chagrins et désabusés. Voilà. C'est absolument terrible. Je l'ai connu, mes parents ont encore connu d'autres choses, mes grands-parents ont connu, les sœurs de mon grand-père ont connu les phoques et les requins dans la baie de Saint-Raphaël. Voilà. On peut remonter comme ça et se plaindre jusqu'à la fin des temps. Non, non, je l'ai connu, mais aujourd'hui, on a quand même le sentiment Aguet très préservé par rapport aux autres. On a cette proximité de l'Estérel et de la mer qui sont assez extraordinaires. Et cette ambiance dans la rade, peut-être c'est le phénomène d'être une espèce de conque, comme ça, un milieu très maternel. On est comme dans une matrice. On est lové, protégé par nos collines, par notre beau Rastel. Et je crois qu'on est bien à Aguet. Tout le monde vit bien à Aguet. C'est un... Alors Aguet devait être une commune. Dans les années 20, il y avait une tentative d'être une commune. Et beaucoup de gens ont reproché à certains de ne pas avoir favorisé cet essor vers une commune. Mais je crois que ça aurait un tort. Aujourd'hui, on n'est plus du tout à avoir des petites communes. On a des regroupements de communes. On le voit bien dans toute la France, si vous voulez. Donc, mais ça fait rien. Aguet reste... garde son identité particulière. Garde son identité très particulière. Et un côté agricole. Nous avons encore 2 propriétés agricoles à Aguet. Nous avons encore des pêcheurs. Un troupeau de bergers pas loin et qui séjournent dans l'Estérel l'hiver ou au printemps. Non, non, il y a encore une belle vie à Aguet. Et puis nous allons poursuivre l'histoire. Et nous poursuivons l'histoire d'Aguet, bien sûr. Et d'ailleurs, je vais, depuis le temps, je promettais que j'allais le faire, je vais me mettre à l'histoire d'Aguet pour la publier prochainement. Là, j'ai réuni... Vous êtes filmé, hein, on va vous le, non, on va vous le réclamer. Tout à fait. Non, mais je l'ai promis plusieurs fois dans des conférences ou des causeries ici. Donc, je vais me mettre à l'histoire d'Aguet pour la publier dès que possible. Et je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Et j'espère, pas seulement les Agatoniens, mais aussi tous nos touristes,
tous nos vacanciers et tous ceux qui aiment l'histoire. Et je vais l'intégrer évidemment, l'histoire dans un monde méditerranéen. Ça tombe bien. Ça sonne... Frédéric, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, Michael. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.